Alors aujourd'hui, je vais vous parler du couplage diffusion-contrainte dans le cas de la nitration et de ce qu'on fait nous au niveau du laboratoire depuis déjà quelques années. Donc on va parler de diffusion d'azote et on va voir en fait qu'il n'y a pas que l'azote qui diffuse. Alors l'ensemble de ce que je présente sont issus de travaux de recherche de différents doctorants que j'ai eus là, et puis surtout sur la fin de la présentation, il y a surtout les travaux de Lisa Germain là, sur les problèmes de couplage, contrainte, diffusion, et puis tous les travaux que Sébastien Gégou, qui est avec moi au niveau du laboratoire, qui travaille aussi là-dessus, sur tout ce qui concerne la nitration. Donc, c'est un processus que l'on étudie au laboratoire depuis déjà pas mal d'années. Je vais essayer d'aborder les différentes choses, mais pas l'ensemble du processus complet, parce que dans ce qu'on essaie d'approcher, on essaie d'aller des paramètres du traitement, donc les paramètres de diffusion, la température, le potentiel d'azote, etc., jusqu'à des problématiques de fatigue, et éventuellement faire des méthodes inverses aussi. Donc là, on va plutôt se limiter dans ma présentation aux aspects couplage, diffusion, contrainte. On n'ira pas jusqu'à des problématiques de fatigue, mais c'est des choses qui nous intéressent au niveau du laboratoire. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même vous expliquer ce que c'est qu'une couche nitrurée. Alors, on va se limiter au cas des aciers au carbone, assez de faibles, assez alliés, on va dire, avec donc pour les aciers, pour d'autres types d'aciers, bien ce sera peut-être un peu différent. Mais tout ce que je vais vous dire, ça concerne les aciers au carbone et essentiellement les aciers de construction utilisés en aéronautique, un petit peu dans l'automobile de sport, et puis voilà quoi. Donc, le principe, c'est de faire diffuser de l'azote à l'état gazeux, donc avec une dissociation de l'ammoniac, avec des effets d'absorption de l'ammoniac en surface, dans des températures comprises entre 450 et 500 degrés Celsius. Pas plus que ça, parce qu'après, il y a des effets de métallurgie, de transformation, en particulier de la ferrite en austénite, si on est à trop haute température, l'azote étant plutôt gamagène, avec des temps de traitement qui peuvent aller industriellement de quelques dizaines d'heures à quelques centaines d'heures. J'ai mis 100 heures, mais ça peut être plus important. Et un troisième paramètre important, c'est le potentiel azote. C'est en fait la quantité le ratio des pressions partielles. Ça va donc nous guider pour la richesse du milieu extérieur pour pouvoir céder de l'azote. Alors généralement, industriellement, on fait ça toujours avec des potentiels relativement élevés, de telle manière à être certain de ne pas avoir de problématiques de formation de couche nitrurée. Alors la couche nitrurée, elle est, je dirais, composée de deux sous-couches. Une couche dite de combinaison ici, que vous voyez, qui sont essentiellement des nitrures de fer, epsilon ou gamma prime, puis une couche de diffusion où vous allez retrouver, donc en fait, durant la transformation, des précipités de type Mn. Alors, des précipités qui vont précipiter là où il y avait les carbures de revenus initiaux. Et puis, on va avoir une codiffusion du carbone pour former de la cémentite au jaune brun. Sachant qu'initialement, j'aurais dû commencer par là, le métal de base, c'est un métal trempé revenu. Donc, on voit bien des anciennes dates de martensite avec des carbures de revenus qui sont essentiellement le type M23C6, le carbure de vanadium. Donc, on a une transformation métallurgique assez complexe de carbure en nitrure et de formation de nouveaux carbures tels que la cémentite alliée au jaune brun, avec une particularité, c'est qu'on a une précipitation au jaune brun par la surface. Voilà. Alors tout ça, ça va générer une modification de la dureté et la génération de contraintes résiduelles, donc qui vont être des contraintes de compression. Donc, du coup, ça va améliorer notamment les problématiques de durée de vie, et puis tout ce qui concerne l'usure et éventuellement l'amélioration de la corrosion. Alors, si on regarde un petit peu maintenant du point de vue un peu macroscopique, je dirais, les évolutions de ce qu'on obtient dans les couches nitrurées, on s'aperçoit que l'on a à peu près voilà un peu le profil type d'azote, hein, avec approximativement une quantité d'azote de l'ordre de 1%. On a un effet de décarburation, donc en fait de diffusion combinée du carbone. Le carbone, il va partir certainement à l'extérieur, et puis il va être poussé par l'azote ici pour
pour former un front d'enregistrement en carbone. La dureté, voilà, les pourcentages qui sont indiqués ici. La dureté à cœur des métaux, le métal, généralement, c'est du tremplé revenu, une dureté de l'ordre de 400, 350, 400 Vickers. On double quasiment la dureté au niveau de la couche de nitrurée. Et puis, on génère des contraintes résiduelles de moins 500 à moins 700 mégapascales. Alors là, et on y reviendra sur les contraintes de la phase ferritique. Alors, habituellement, les couches nitrurées, c'est surtout utilisé pour des pièces fortement sollicitées. Donc, souvent, la couche de combinaison, qui est une couche qui a des bonnes propriétés pour ce qui est tribologie, mais avec des efforts et des pressions relativement faibles, est éliminée. On la supprime, on enlève 100, 150 microns, puis après on fait de la finition, superfinition, pour avoir vraiment des surfaces ayant des microgéométries quasi parfaites pour des fortes sollicitations de mécanique en termes pour les engrenages, pour les pistes de roulement intégrées. Alors, si on regarde maintenant un petit peu ce qu'on a fait au niveau du laboratoire et ce qu'on sait faire dans le processus de diffusion, c'est on a mis au point depuis déjà pas mal de temps tout ce qui est simulation de la diffusion, en prenant en compte la codiffusion du carbone et donc l'effet de décarburation. Le principe, il est un principe assez simple, hein, en 3 étapes. On considère les équations de la diffusion à longue distance. On regarde un petit peu ce qui précipite, donc on utilise pour cela thermocal pour savoir ce qui va précipiter. Et puis après, donc, on a à chaque instant la nouvelle composition de l'acier, enfin de la surface, et on applique les équations de la diffusion dans la matrice ferritique, donc en ce qui concerne les interstitiels de carbone et d'azote. Et donc finalement, on arrive comme ça à simuler de façon avec un couplage. Alors c'est simplement, il n'y a pas d'aspect contraint dans cette simulation, hein. Il y a uniquement une simulation classique de la diffusion. Et on arrive donc à simuler les profils d'azote et de carbone, avec des hypothèses d'équilibre thermodynamique, ce qu'on a réellement l'équilibre, pas l'équilibre, on peut toujours en discuter. Bon, c'est quand même pas un traitement de surface violent, hein. Il faut plusieurs dizaines d'heures pour qu'on puisse aller jusqu'à 100 microns. Donc, du coup, je peux imaginer qu'on est pas loin de l'équilibre thermodynamique. Et bien évidemment, on tient compte de la composition du matériau. Une particularité aussi, c'est dans la simulation, on ne le fait pas, mais on voit très bien qu'il y a une morphologie particulière des précipités au jaune vin, ce qu'on appelle la sémantite au jaune grain qui précipite parallèle à la surface. Et donc ça, c'est un effet, on a montré ça, que c'était un effet de l'état de contrainte biaxiale créé lors de la précipitation de tous ces éléments et des changements de phase. Donc, on a quelque chose d'assez parallèle à la surface, des choses qu'on peut revoir dans des oxydations internes, des choses comme ça. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les simulations et que l'on compare à des effets de l'expérimentation, on voit qu'il y a des choses qui sont à peu près bien décrites dans un acier réel, c'est le trône de cérémovétresse, c'est l'acier traditionnellement utilisé en Europe, sur des nitrations de 50 heures. Donc, on décrit bien les effets de codiffusion de l'azote et du carbone. Il n'y a pas c'est simplement des équations simples en termes de diffusion, avec une approche 1D, et on utilise des différences finies pour y arriver, couplé à thermocalque. On voit aussi qu'on a la possibilité comme ça de déduire un petit peu les phases présentes, et du coup, on va pouvoir enchaîner pour faire de la mécanique, et essayer de voir un petit peu ces transformations de phase, qu'est-ce que ça va générer en termes de mécanique dans le matériau. Alors pour cela, il faut regarder un petit peu de plus près les transformations de phase et les variations de masse liées à ces transformations. Alors, on part d'une ferrite qui a une masse volumique de l'ordre de 7800 kg par mètre cube, et puis vous allez avoir un matériau initial avec du M23C6 ou du M7C3, donc qui a une certaine densité, et puis toutes ces transformations de phase se font avec des volumes ou des masses volumiques qui vont changer. Et donc, ça va se traduire, si on regarde un petit peu ce qui se passe entre le cœur et la surface,
par des transformations, des modifications de volume à la fois locales et globales, par des variations de volume, donc, et finalement des générations de chargements mécaniques d'origine volumique. On va pouvoir aussi tenir compte des coefficients de dilatation qui varient. On est à 500, entre 500 et 600 degrés Celsius. Donc, entre l'ambiance et ces températures-là, il y a des variations de coefficients de dilatation. Et on peut tenir compte aussi des évolutions des paramètres de maille en tenant compte des limites de solubilité, etc., ou la quantité d'interstitiels dans les différentes phases. Donc, c'est une approche de ce type-là qu'on a mis en place. Alors, c'est un calcul que l'on a fait a posteriori, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la diffusion précipitation, puis après, à la fin, on fait un calcul de contraintes, génération de contraintes. Et bien évidemment, on est loin de la réalité. Néanmoins, quand on a ces approches-là, on peut essayer d'estimer les profils de contraintes. Hein. Donc là, simplement, c'est pour expliquer que ces variations sont en fonction de la profondeur différente. Et donc, on comprend très bien que ces variations de volume vont générer des contraintes qui seront là des contraintes de compression, compte tenu des masses volumiques des différentes précipités qui vont se former. Alors, voilà ce qu'on peut en déduire en termes de densité en fonction de la profondeur, et donc densité moyenne, et le chargement, un delta V sur V, aussi en fonction de la profondeur. Alors, bien évidemment, ces choses-là, c'est assez difficile à estimer. Expérimentalement, on pourrait simplement recalculer une variation de, je dirais, la déformation dans la perpendiculaire à la surface, donc l'effet d'augmentation, ce qu'on appelle l'effet de gonflement lié à la nitration. Mais on a ici le chargement mécanique moyen que subit le matériau. Bon, à partir de là, d'un point de vue mécanique, il faut bien comprendre qu'on est dans un cas d'un matériau polyphasé, polycristallin. Donc, dans les approches que l'on fait, nous, on a fait des approches de type Kroner et Shelby, où on va partir des déformations libres de contraintes dans chaque phase. Alors, typiquement, ces déformations libres de contraintes, c'est la déformation, les transformations de phase ou les dilatations. Et à partir de là, on arrive à remonter aux déformations élastiques dans chaque phase. Et puis, avec l'approche Kroner et Shelby, les déformations moyennes vues par le matériau. Alors, dans l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'on considère deux types de phases. Une phase, je dirais, précipitée, avec un comportement purement élastique, et une phase élastoplastique qui est plutôt la ferrite. Donc, ce changement d'échelle permet d'en déduire les champs de contraintes dans chaque phase. On a une loi de comportement élastoplastique à la température considérée de la ferrite, et comme ça, on permet, vous voyez, d'en déduire d'une part l'epsilon 3,3 normal à la surface, et puis des champs de contraintes macro et des champs de contraintes, je dirais, micro dans la phase majoritaire qui est la ferrite. Alors ça, c'est assez important de connaître un petit peu les champs de contraintes macro et micro, parce que généralement, on fait des analyses de contraintes dans la phase ferritique. Donc, du coup, si on veut comparer des contraintes résiduelles avec des choses qui sont mesurées, des choses qui sont calculées, eh bien, il faut dissocier un petit peu les effets de la matrice et puis des précipités. Et puis aussi parce que pour des problèmes mécaniques, pour des problématiques d'initiation de propagation de fissures, faut-il considérer les contraintes de la ferrite, les contraintes moyennes, etc. Donc, voilà un peu ce que l'on peut voir. Ce sont des calculs. Hein, on voit qu'en réalité, la contrainte dans la matrice ferritique, c'est l'ordre de moins 600 mégapascales. On a des contraintes dans les précipités calculées qui peuvent aller jusqu'à moins 1500 mégapascales. Voilà. Donc là, il y a quelque chose d'important quand je parle précipité. Il y a toute une classe de précipités qui vont servir au durcissement, qui sont les précipités de type CRN, qui précipitent dans la matrice ferritique, hein, et puis quand on a le changement de M23C6 en CRN, et on a la sémantite. Alors là, du coup, la sémantite va jouer un rôle important dans la génération des contraintes. Et paradoxalement, elle ne jouera pas de rôle dans la dureté, puisque la sémantite précipite au joint de grain.
Alors, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en était en termes de contraintes multiphasées, on a fait des manips au synchrotron, alors pas pour l'aspect ferritique, parce que ça, on sait faire classiquement au laboratoire, mais plutôt pour regarder ce qui se passait dans la sémantite. Alors là, c'est des essais qui ont été faits à Désir, à Hambourg, donc classique avec les rayons de Bayer-Scherrer en faisant du sinus carexie sur des bouts de Bayer-Scherrer, sur des matériaux qui est un matériau synthétique, donc de 3% de chrome, une senteur à 550 degrés. Alors, ça a des profils de contraintes un petit peu particuliers. On voit même que dans ce cas-là, on peut même passer en contrainte de traction. On voit qu'entre ce qui a été fait au synchrotron et l'ARX classique, par la même matière, il y a des correspondances. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les quantités, la valeur des contraintes dans la phase Fe3C, donc plutôt sémantite alliée, parce que ce n'est pas tout à fait du fer, elle est alliée avec d'autres éléments. Et donc on voit qu'on retrouve des niveaux de contraintes qui ne sont pas nuls, et surtout là où la sémantite est relativement importante, donc en proche surface. Voilà, alors on est allé un petit peu plus loin sur la sémantite, on a regardé de plus près ce qu'il en était. On s'aperçoit qu'en réalité, tout ce qu'on voyait au joint de grain, c'est des liserés de sémantite qui sont de la sémantite polycristalline. Donc, ça a été observé assez facilement avec le BSD. On a fait des contraintes aussi. Alors là, c'est des contraintes qui ont été faites en laboratoire, mais avec des temps d'acquisition relativement longs, en tenant compte des orientations cristallines, des effets locaux. Et on retrouve des niveaux de contraintes donc, relativement élevés dans la sémantite et dans la ferrite, dans les mêmes signes. Hein. Alors, bien évidemment, on calcule toujours sigma 1 moins sigma 3,3. Alors, pour ceux qui font des analyses de contraintes, c'est relativement classique. Dans le cas des matériaux polyphasés, on ne peut pas déterminer la contrainte, toutes les composantes du tenseur des contraintes, de par l'aspect polyphasé. Donc là, on détermine uniquement la différence entre la contrainte dans le plan et la contrainte normale au plan. Alors, si on veut regarder maintenant les aspects macroscopiques, donc c'est la thèse de Vincent Gouret. Alors, je peux vous montrer peut-être, si ça va être, on va le voir en photo. Enfin non, je ne vois pas trop là. Mais en fait, si vous avez une plaque qui a été nitrurée que d'un seul côté, on a vraiment obtenu une sphère quasi parfaite. Et avec des méthodes d'analyse de contraintes mécaniques globales, type trou incrémental, on a montré que le niveau de contrainte macro, en fait, était beaucoup plus important que le niveau au niveau de la phase ferritique. Un facteur 2, c'est ce qu'on a montré dans la thèse de Vincent Gouret, par des approches globales en utilisant la méthode du trou ou des méthodes d'enlèvement de matière, méthode sur des disques comme ça, on a usiné, on a fait la méthode de la flèche. Donc l'aspect macroscopique et micro. Alors, à partir de là, nous, dans le labo, on a beaucoup travaillé là-dessus, et là, j'ai un peu, peut-être ce que je veux dire là, c'est peut-être assez évident pour certains, mais nous, on ne s'était pas trop préoccupé de l'aspect couplage, mais en fait, on avait toujours eu cette notion de contrainte, savoir s'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait influer entre les contraintes générées, qui ne sont pas négligeables d'un point de vue macroscopique, hein, même dans la phase ferritique. Et donc, dans la thèse de Benjamin Biot, on s'est posé cette question-là. On a fait une manip très simple. On a nitruré, vous voyez ici, un échantillon qui était donc soumis à une flexion, de telle manière à être toujours en élasticité à la température de nitruration. Et puis, on a regardé ce qui se passait. En faisant donc une phase qui a été en traction, une phase en compression, et puis par rapport à la référence donc, de la nitruation sans effort appliqué, sans moment flécheux, sans appliqué, sans contrainte appliquée. Eh bien, on s'aperçoit que phase en traction, on a une diffusion qui est plus importante que sur la phase en compression. Donc, on s'est dit que là, il y a des choses certainement à voir. Peut-être qu'il va falloir faudrait tenir compte du couplage.
alors, la difficulté qu'il y a, c'est que souvent, si on prend un petit peu tous les travaux qui ont été faits sur les problématiques de nanostructuration des surfaces, il y a des gens qui ont montré que si on faisait par exemple des fortes déformations superficielles, on pouvait améliorer la diffusion de l'azote, sauf que dans ce cas-là, on crée à la fois des contraintes de par les déformations plastiques et des déformations plastiques, donc des réseaux de dislocation, des densités de dislocation qui peuvent peut-être modifier le processus de diffusion, améliorer la diffusion, etc. Donc, la difficulté, c'était en termes de couplage, est-ce que le couplage était lié au problème de mobilité, de force qui générait ces mouvements, donc les gradients de contrainte, ou alors des problèmes de densité de dislocation ou de contrainte résiduelle. Généralement, souvent, c'est couplé. Donc, pour cela, on a lancé une thèse, c'est la thèse de Lisa Germain qui essaye de voir un petit peu ces choses-là. Et donc, je vais vous présenter quelques résultats avec le peu de temps qui me reste. Alors, quand on regarde un petit peu et qu'on regarde un petit peu la diffusion, alors là, c'est les diffusions des interstitiels. Dans la modélisation que l'on fait, nous, de la nitration, on applique les équations de la diffusion dans la matrice ferritique. Donc, c'est réellement la diffusion au niveau des interstitiels. Là, et bien évidemment, les déformations libres de contrainte sont beaucoup plus complexes parce qu'il y a tout ce qui est transformation de phase, etc. Là, c'est simplement les équations de la diffusion de l'interstitiel. Ça peut être de l'azote dans du fer. Et on a bien évidemment des déformations volumiques qui vont être liées à la concentration et à la variation en fait, du paramètre de maille, liée au fait que la concentration dans la ferrite augmente. Et donc, quand on écrit un petit peu les équations d'équilibre, eh bien, il faut tenir compte de tout ça et avoir à la fois des équations sur l'équilibre et sur les équations de compatibilité qui vont pouvoir en les résolvant, on va pouvoir relier les contraintes aux finalement déformations libre de contrainte ou Engen-Stren qui sont liées à la concentration dans la phase ferritique. Donc à partir de là, si on fait un petit calcul, on s'aperçoit que quand on a ici des diffusions interstitielles, donc le calcul il est fait dans le cas de la ferrite avec une concentration en surface de 10-4, des coefficients de diffusion qui correspondent à des températures classiques et donc concernant la densité de l'acier. On voit très bien que on va avoir génération c'est l'équation de Fick classique, hein, les contraintes qui sont générées. Alors, le niveau de contrainte est très faible parce que, en fait, la déformation associée libre de contrainte est faible, c'est simplement la concentration qui varie un tout petit peu. Néanmoins, on voit que, forcément, les contraintes générées dépendent, et ça aussi, il faut vraiment le penser, et voir. La problématique des contraintes générées, c'est qu'elles vont dépendre de la structure. Et là, si on a une épaisseur de 1 mm ou une épaisseur de 2 mm, eh bien, on n'a pas forcément le même profil de contrainte parce qu'on a bien sûr l'équilibrage mécanique qui fait que ça ne s'équilibre pas de la même façon. Et donc ça, c'était simplement pour dire que le champ de contrainte locale dépend non seulement des problématiques locales de variation de volume, mais aussi quelque part de la géométrie de la pièce et donc forcément de choses qui sont liées à cette géométrie et au fait que on doit équilibrer dans toute l'épaisseur le champ de contrainte. Voilà. Alors qu'à partir de tout ça pour dire que chaque fois que l'on a des déformations libres de contrainte, alors là, dans le cas de la diffusion, bien, on a vu que c'était lié à la variation de paramètres de maille de la ferrite, mais quand on fait du short pinning, par exemple, ça peut être des déformations libres de contrainte, de déformations plastiques. Hein, et on voit ici l'influence des déformations libres de contrainte de plasticité, donc qui va générer un champ de contrainte résiduel
Donc, dès qu'on a ce gradient de déformation libre de contrainte, on va avoir des gradients de contrainte résiduelle, de telle manière à vérifier les équations de compatibilité. Et donc, du coup, il faut, quand on regarde un petit peu les équations de la diffusion, il faut en tenir compte. Alors, c'est ce qu'on a essayé on a essayé un petit peu de complètement les décortiquer et de voir un petit peu ce qui intervenait à la fois sur les problèmes sur les problèmes de mobilité, donc sur le gradient, enfin sur le tenseur B, et sur les problèmes de force la force de diffusion. Voilà. Et donc, du coup, on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu ce qu'a fait Kahn et Larcher, et puis plus tard avec Dvorak, tout ce qu'ils ont fait, on s'aperçoit qu'il y a des termes qui sont souvent, on n'en tient pas compte. Et on a regardé un petit peu ce que ça pouvait donner déjà dans le cas de la diffusion à l'état solide en interstitiel, l'utilisation de ces relations-là, et voir en particulier le terme de couplage bêta, qui est généralement, on ne le prend pas en compte. Voilà, et voir un peu si ce qui était important, c'était soit les contraintes résiduelles ou les contraintes du coût résiduel ou appliquées, ou le gradient des contraintes lui-même. Voilà. Donc, quand on regarde un petit peu ça, de près, c'est ce qui a été fait donc avec une simulation de D-axis symétrique en faisant de la différence finie. La relation précédente, elle se limite à ça, en considérant qu'il n'y a pas d'effet de couplage sur les contraintes de cisaillement. Eh bien, on s'aperçoit que le coefficient bêta a une importance non négligeable. Ici, vous avez des simulations qui sont faites avec différents coefficients bêta et pour une contrainte appliquée de 1000 mégapascales. On voit très bien que ici, pour la valeur la plus faible du coefficient bêta, on a réellement un effet qui est non négligeable, donc en termes de couplage. Voilà. Donc la question, c'est comment maintenant on peut en tenir compte, hein. On voit aussi que pour un coefficient bêta de 10-11, si on a des contraintes de compression ou des contraintes de traction, eh bien, ça va être quand même relativement différent. Quand on est en traction, la diffusion est plus importante que quand on est en compression. Donc, il y a des couplages non négligeables. L'idée, c'est maintenant d'essayer de voir un petit peu cette valeur de bêta. On montre que ça devient significatif quand on a le coefficient bêta qui est égal à peu près au coefficient de diffusion divisé par la pression hydrostatique, le centième de cette valeur-là, le centième du coefficient de diffusion divisé par la pression hydrostatique. Le problème, c'est que on n'a pas forcément connaissance de ces valeurs-là si on veut après faire le couplage. Alors pour cela, je vais aller un peu plus vite parce que je pense que je n'aurai pas assez de temps. Je passe directement aux manips que Lisa est en train de faire. Ça, c'est des choses qui ont été présentées la semaine dernière. Donc là, je refais la présentation de Lisa à ICRS 11. Il y en a peut-être qui l'ont vu. Néanmoins, l'idée, c'est de faire des manips pour essayer de voir, dans le cas des couches nitrurées que l'on connaît bien, donc nitration des aciers, ces effets-là. Alors pour cela, on a imaginé ce que j'appelle un échantillon flip-flop, en fait, de nitrurer un échantillon, soit simultanément des deux côtés, soit nitrurer l'échantillon d'un côté, en mettant de l'autre côté du cuivre pour éviter la nitruration, décuivrer et puis nitrurer l'échantillon de l'autre côté. Alors, forcément, ça ne va pas avoir le même effet, parce qu'on va avoir des champs de contraintes qui ne vont pas être les mêmes. Là, on a des champs de contraintes quand on nitre simultanément qui se créent au fur et à mesure que la diffusion se produit. Là, on va avoir des champs de contraintes qui vont exister de par l'équilibrage mécanique. Alors, on a fait quelques essais. On s'est aperçu que ce qui était important, c'était surtout l'épaisseur en fait, de l'échantillon. Ici, vous avez les duretés qui ont été tracées. Alors, pour l'instant, on n'a que des résultats sur la dureté. On a des petits problèmes pour essayer de mesurer correctement, avec les techniques qu'on utilise, nous,
le pourcentage en azote et en carbone, mais on s'aperçoit que quand on a un échantillon ici de 500 microns, nitrurée des deux côtés, eh bien en fait, il semblerait que la profondeur soit plus grande. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà, donc là, il y a un effet structure, comme on pourrait dire. Donc, un effet, finalement, des contraintes au fur et à mesure que le temps passe sur la génération et sur ce qui va se faire en termes de précipitation, diffusion, précipitation. Alors, on a simplement, je vais peut-être aller un peu plus vite parce que je crois qu'on est, justement, je ne vais pas maintenir, je ne vais pas faire le temps, ça va être trop long. Simplement, nitration d'un seul côté, on voit très bien que quand on nitre d'un seul côté, hein, tous les autres côtés étant protégés avec du cuivre, eh bien, on va avoir bon, un effet que je vous ai montré tout à l'heure de déflexion, vraiment une portion de sphère. On va avoir aussi des contraintes locales qui sont différentes, et donc on a observé en proche surface des morphologies de sémantites au joint de grain qui vont être différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est aperçu. Donc, il y a un effet forcément de la contrainte locale qui est un peu différente. Et donc, déjà, ça va jouer sur la précipitation au joint de grain. Alors, malheureusement, cette précipitation au joint de grain ne joue pas sur la dureté globale, mais elle va jouer certainement sur les contraintes. En termes de dureté, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui évolue, c'est à peu près la même chose hein, que quand on a une translation simultanée. Néanmoins, d'un point de vue morphologique, il y a quand même des choses qui vont se passer. Et puis, quand on est toujours de l'autre côté, eh bien, et qu'on regarde un petit peu les duretés que l'on obtient, on s'aperçoit que, bien évidemment, la surface qui a été nitrurée, qui a vu 2 fois la température, eh bien, on a une dureté qui est moins importante et plus profonde, parce qu'en fait, la diffusion a été de l'azote à continuer, même si il y avait du cuivre pour éviter la diffusion, néanmoins, ça a continué. Mais on s'aperçoit aussi que sur la deuxième phase nitrurée, qui, elle, ne voit que le gradient de contrainte issu de l'équilibrage mécanique, et là, on a quelque chose d'un peu différent. Voilà. Avec des morphologies aussi un peu différentes en termes de précipitation. Donc là, on va continuer ces choses-là. Ça, je vais passer là parce que je n'ai pas le temps. Alors, on va continuer. Donc, si on résume un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est que on n'a pas vraiment de gros effets sans fort gradient de contrainte. Alors, dans les couches nitrurées, finalement, les gradients, est-ce qu'ils sont forts, pas forts, ça dépend sur laquelle peut-être échelle on est. Que le coefficient bêta, il devrait être à peu près du centième du ratio coefficient de diffusion divisé par la pression hydrostatique. Donc ça, on va essayer d'identifier ces coefficients bêta pour après implémenter nos codes de calcul et éventuellement faire un schéma en liant contrainte et diffusion. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on réécrive complètement notre code parce que notre code n'était pas un code qui dépendait du temps, et ça dépendait du temps uniquement pour la diffusion et pas pour l'aspect mécanique. Donc là, si on veut effectivement coupler, il va falloir l'écrire complètement et donc continuer à travailler sur les profils sur les échantillons flip-flop là que j'ai appelé. Et on a aussi d'autres essais sur un anneau, hein, nitruré à un anneau, et voir un peu ce qui va se passer lorsqu'on va soumettre cet anneau à une contrainte de flexion. Voir s'il y a finalement quelque chose de dissymétrique. Alors, il y a tout plein de questions qu'on se pose, hein, en particulier dans tout ce qui est croissance-coalescence de tous ces précipités-là, en particulier au joint de grain. On a vu qu'il y avait des morphologies un peu différentes. Alors, bon, là, il y a peut-être des trucs à reprendre en termes de précipitation dans un champ de contrainte. Et puis, une chose qu'on n'a pas trop vue, c'est l'effet des contraintes de cisaillement sur tout ça, sur le processus de diffusion. Alors, dans la couche nitrurée, il n'y a pas de cisaillement, hein, mais il y a peut-être des intérêts, il y a peut-être des choses à voir aussi, alors, même si, a priori, il n'y a pas d'effet remarqué notable par rapport à ce qui a été dit dans la littérature.